Ouais. Donc, c'est un événement qui est hybride. On a des personnes qui sont à distance, c'est vous qui êtes là. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cet événement qu'on organise avec Atlassian. Aujourd'hui, on aimerait vous parler du sujet autour d'Atlassian Intelligence avec la problématique suivante, améliorer le cycle de vie produit grâce à l'IA générative. Je suis accompagnée de 3 speakers. Donc, on a Jenna, ici présente, donc, qui est coach agile et experte outillage chez Atlassian, chez OnePoint, pardon. Elle n'est pas encore partie. On a Florian Clarté, donc expert IA générative et leader product chez OnePoint. Et on a Aude Alberio, donc là, qui est côté Atlassian et qui est... alors, c'est quoi le titre qu'on disait? C'est Solution Engineer. Voilà. Ingénieur solution chez Atlassian et moi-même leader product chez OnePoint. Effectivement, j'avais fait un petit slide pour présenter les intervenants. Donc ça va être globalement, il y aura 3 chapitres qu'on va aborder aujourd'hui. On va un peu vous présenter le partenariat OnePoint Atlassian et vous rappeler aussi pourquoi on veut parler aujourd'hui de cycle de vie produit. Donc avec Jenna, on va faire un focus sur l'IA générative et le product. Donc là, c'est Florian qui interviendra sur cette partie-là. Et Aude nous parlera de la partie vraiment outils avec Atlassian Intelligence. N'hésitez pas, on peut prendre les questions en cours de route également si vous en avez. Sinon, il y aura une partie questions-réponses à la fin de cette présentation. Je donne la parole à Jenna. Normalement, tu as ton micro. Merci Sabrina. Bonjour à tous. Aussi, jamais il y a des problèmes de son à distance surtout. Donc, OnePoint, nous accompagnons depuis plus de 20 ans maintenant les collectivités et les entreprises dans leur transformation, agile, produit, culturelle et technologique. Et nous constatons qu'elles partagent certaines problématiques. Et donc, derrière ces problématiques, pour nous, il y a plusieurs constats qui se dégagent. Le premier, c'est que la façon de travailler a changé. Donc, on est surtout en télétravail aujourd'hui. On est dans un contexte de delivery IT avec des équipes qui sont colocalisées, parfois dans des pays différents et donc avec des fuseaux horaires différents. Et donc, la question d'avoir le bon outil devient un sujet critique pour aligner tout le monde sur la même vision des priorités et surtout un suivi fiable de l'avancement du travail. Le deuxième constat qu'on pose, c'est que aujourd'hui, les DSI, elles sont surtout attendues sur la qualité de leur offre de service auprès des collaborateurs. Donc, je ne sais pas pour vous, moi, tous les 2 jours, je m'arrache les cheveux avec le nouveau Teams, l'ancien Teams, la bascule, le Teams Forworks, le Team, ainsi de suite. Donc ça, c'est juste un exemple qui montre à quel point l'outillage peut devenir un vrai point de douleur pour les collaborateurs et avoir un réel impact sur leur productivité. Et donc, aujourd'hui, les collaborateurs, ce qu'ils vont demander à leur DSI, c'est un écosystème de travail qui soit stable, qui soit fiable, qui soit aligné sur les standards du marché et qui va leur permettre, du coup, d'accélérer et de faciliter leur travail. Et le dernier constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les gisements de valeur et de compétitivité, elles vont le chercher autour de l'innovation. Donc, on va parler de l'IA et je vais laisser les 2 autres speakers qui sauront vous en parler beaucoup mieux que moi. Le deuxième gésier d'innovation et de compétitivité qu'on remarque, ça va être au niveau de l'optimisation des flux, donc cette pensée flux qui veut vraiment aller au-delà de juste l'IT. Le produit, ce n'est pas juste l'affaire des équipes IT, c'est l'affaire de finalement tous les métiers de l'entreprise, incluant les fonctions support. Et le dernier gisement, ça va être l'agilité d'entreprise. Et donc derrière, on a des vraies problématiques d'outillage pour avoir quelque chose qui soit industrialisable et qui permette d'avoir une donnée qui soit fiable et exploitable. Donc, OnePoint, sur la base de tous ces constats-là, on a choisi d'officialiser le partenariat avec Atlassian en début d'année. Donc, Atlassian, je pense que tout le monde ici présent les connaît, un éditeur de logiciels qui est mondialement connu. Chez nos clients en France, on retrouve surtout les solutions Jira Software pour l'outillage du delivery agile. On retrouve aussi Confluence pour la gestion documentaire. On a maintenant Jira Align pour l'agilité à l'échelle. Voilà, il y a tout un panel de solutions qui sont proposées aujourd'hui par Atlassian. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est qu'Atlassian propose une suite de travail qui est nativement intégrée. Et donc, pour l'expérience collaborateur, c'est un élément d'accélération de sa productivité. L'intention derrière le partenariat pour nous, c'est d'accompagner nos clients de l'idée au déploiement sur leur problématique d'outillage. Donc, ce n'est pas juste on choisit l'outil, on l'installe, 2 ou 3 pages Confluence et les collaborateurs se débrouillent. C'est les accompagner sur l'appropriation de ces outils et surtout outiller la réalité de leur pratique.
Donc, OnePoint propose plusieurs services autour de ces problématiques d'outillage. Donc, bien sûr, notre cœur de métier qui est le conseil. Conseiller sur quelle est la bonne solution pour notre besoin, conseiller sur qu'est-ce qui se pratique aujourd'hui dans le marché. La deuxième proposition, ça va être sur l'optimisation de processus. Donc, on l'a dit, le produit, ce n'est pas juste l'affaire de l'IT. La deuxième proposition, ça va être sur le déploiement. Donc, on a choisi l'outil, on sait que c'est le bon, maintenant, il faut l'installer. Il faut l'installer en cohérence avec les contraintes techniques, les contraintes de sécurité, les contraintes de conformité chez nos clients. Et nous, ce qui pour nous est vraiment important, ça va être tout le volet accompagnement. Donc, avoir l'outil, c'est bien. Savoir l'utiliser, c'est bien. L'utiliser pour répondre aux attentes de nos clients et de l'entreprise, c'est encore mieux. Et donc, ça demande un accompagnement de proximité en fonction des outils et des populations qu'on va adresser. Avant d'aller plus loin, il nous semblait important de poser le périmètre de ces notions de produit, parce que finalement, le thème de la session, c'est le cycle de vie produit. Donc la vision qu'on propose, en tout cas chez OnePoint, un produit, c'est à la croisée de plusieurs éléments. Donc un produit, c'est déjà une expérience utilisateur. Un produit, c'est bien sûr une technologie. Donc il faut savoir, il faut connaître la technologie, il faut savoir l'opérer, il faut savoir la maintenir. Un produit, c'est de la donnée, donc des données qui soient fiables et qui puissent être exploitées. Et un produit, il faut qu'il soit accessible aux clients, bien sûr, mais il faut qu'il soit rentable pour l'entreprise. Donc, il y a aussi une notion de business. Et donc, pour nous, cette notion de cycle de vie produit, l'idée, c'est vraiment de pouvoir adresser de bout en bout, de la phase de conception, d'idéation, fabrication, delivery et maintenance, toutes les composantes, toutes les étapes finalement d'un flux autour du produit. Et on voit qu'Atlassian propose pas mal de solutions pour adresser ces différentes étapes du cycle de vie produit. Je vais passer la parole à Florian pour entrer dans le vif du sujet sur l'IA générative. Merci Jenna, merci pour cette introduction. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, merci beaucoup d'être là. Effectivement, c'est deux sujets qui nous tiennent à cœur chez OnePoint. Le product management, c'est vraiment une vision, c'est pas qu'une vision des produits digitaux, c'est une vision du monde. C'est comment on organise le travail sur de la transparence, avec une vision valeur, que ce soit pour l'organisation ou pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment toute une vision de l'organisation du travail qui est très importante pour nous. Et quand on a commencé l'histoire product chez OnePoint en 2019, on ne pensait pas que ça diffuserait à ce point-là, et on doit rendre vraiment hommage à toute la communauté qui, depuis 5 ans, s'est mobilisée et a diffusé la vision product management au sein de OnePoint, et on parle produit aujourd'hui dans toute l'organisation, et on en est assez fiers. Et l'IA générative, évidemment, en tant que boîte qui fait la transformation des organisations au regard de l'innovation, on ne pouvait pas passer à côté. Et donc, pouvoir aujourd'hui parler de ces deux sujets-là qui nous tiennent à cœur, qui sont importants, c'est un vrai bonheur d'être là. Pour replacer un peu le contexte, pourquoi l'IA et l'IA générative impactent le monde et on pense que c'est crucial aujourd'hui. Rappelez-vous, l'IA a à peu près 70 ans aujourd'hui d'existence. L'idée initiale, c'était d'être capable de reproduire les schémas de pensée humains. D'ailleurs, on parle de réseau de neurones sur les derniers modèles d'IA. Ce n'est pas pour rien, c'est vraiment l'idée de reproduire les schémas de pensée, le mode de fonctionnement du cerveau, avec comme premier objectif, c'était d'être capable de jouer, alors non pas aux dames, mais aux échecs ou au Go. Et d'ailleurs, une des cas d'application, une des plus grandes réussites de l'IA, ça a été avec AlphaGo de battre le champion de Go il y a quelques années. Mais on s'est rendu compte, et c'est peut-être plus intéressant, qu'il était plus pratique de savoir reconnaître un chat d'un tigre dans une photo, ça avait plus de cas d'application que de simplement être capable, enfin simplement entre guillemets, que d'être capable de battre le champion du monde de Go. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, on va rentrer dans une nouvelle ère, une accélération sur le sujet IA et sur l'impact de l'IA sur le monde que l'on connaît au global et pas que le monde économique. Dans le cadre du travail et de l'économie, on aime bien replacer l'IA au sens large comme la 4e révolution industrielle. Révolution initiée, évidemment, vous le savez tous, au 19e siècle, voire même un peu avant. Ce qui est intéressant là, dans ces schémas-là, qui ressemblent peu ou prou à des pyramides des âges, ce ne sont pas des pyramides des âges, ce sont des pyramides du volume d'expertise nécessaire pour être sur un modèle de production suffisant pour l'humanité.
ou pour le marché cible. Et donc, vous voyez qu'avant la mécanisation, on était sur des très forts volumes de main-d'œuvre avec peu d'expertise. Hein. La mécanisation, peut-être que l'emblème, c'est le tracteur. Hein. Lorsqu'il y a eu l'apparition du tracteur, on a estimé qu'on remplaçait à peu près 400 travailleurs agricoles par un tracteur. Donc là, on baisse le volume à faible expertise. Par contre, on augmente le nombre de conducteurs de tracteurs qu'on considère avoir une expertise légèrement supérieure, puisque non seulement ils connaissent le monde agricole, et en plus, ils connaissent la capacité de conduite d'un tracteur. Donc, ils augmentent leur expertise. Et donc là, c'est quelque chose que vous connaissez tous, sous le nom de taylorisme, fordisme, qui est la mécanisation et la schématisation sur des chaînes de production, voilà, et qui augmente une expertise un peu plus importante en termes d'effectifs. L'automatisation et l'informatique, qui apparaissent tout au long de la deuxième partie du XXe siècle, accentuent encore ce mouvement vers un grossissement des expertises un peu plus sophistiquées, avec une baisse des volumes qui sont ultimement liés à la production. Évidemment, ce sont des schémas, on reste, il y a plus de volume sur des tâches faibles experts. Mais ceci étant dit, ce qui est intéressant de voir, c'est le mouvement. On voit que le ventre se gonfle, qu'on arrive à une massification des emplois à bonne expertise, voire forte expertise. Et ça modifie complètement le modèle de travail et notamment les modèles de rémunération. Et enfin, avec l'IA, et l'IA, notamment l'IA générative accentue encore ce mouvement, on accentue encore ça. Les tâches, vous allez le voir, les moins sophistiquées sont impactées par l'IA et encore plus par l'IA générative. Et auparavant, ce qui ne concernait que les tâches répétitives, maintenant va s'appliquer aux tâches non répétitives. Et en quoi l'IA générative, dans ce grand mouvement-là, transforme l'impact de l'IA sur le monde? Jusqu'à présent, on était sur des IA dites traditionnelles ou discriminatives, c'est-à-dire qu'elles pouvaient décrire des phénomènes, décrire des comportements. Vous en avez tous en tête, lorsqu'il y a eu le Covid, on avait classé les populations pour leur sensibilité à la maladie et on accompagnait, on avait un peu des indications de retour à l'emploi, de retour à la vie courante en fonction de la sensibilité de tel ou tel groupe de population. Et c'est ce que fait l'IA traditionnelle, on fait des grands clusters d'agents. L'IA prédictive, c'est sur la base de ces clusters, de cette compréhension des comportements, je suis capable de pousser, de savoir comment vont agir ces agents, que ce soit des personnes, des agents économiques comme des entreprises, des organisations. On est capable de prédire les grands mouvements et ça nous donne des indications sur quoi faire derrière et quoi proposer. L'IA prescriptive, c'est, je vais encore un peu plus loin, non seulement je suis capable de prédire leur comportement, mais en poussant de la donnée, que je n'ai pas transformée, en poussant de la donnée, je vais être capable d'influer sur ces comportements. Typiquement, dans l'IA prédictive, j'étais capable de prédire le churn, l'attrition, par exemple, d'une population de bancarisés vis-à-vis de leur utilisation de leur compte en banque et de l'arrivée à échéance de leur prêt. En repoussant des services, en leur proposant de manière proactive des services à travers mon conseiller bancaire, à travers de la publicité automatisée, je vais changer son comportement. Au lieu qu'il quitte ma banque, il va rester, il va continuer à utiliser mes services. L'exemple que je prends pour la banque, ça vaut pour n'importe quelle application, évidemment. L'IA générative, elle englobe l'ensemble de ces propositions de valeur, mais là où on était à faire de spécialistes pour créer des IA, des outils d'IA descriptive, prédictive et prescriptive, j'avais besoin de data scientists, de gens qui savaient manier la donnée de manière experte et les modèles qu'il y a derrière. Là, je vais donner accès à cette technologie-là en langage naturel. Vous interagissez avec une IA générative comme, je dis bien comme, avec un être humain. Donc, dans votre modèle, dans votre langage, dans votre langue, peut-être même à travers des vidéos, des textes, du son, la voix. Et l'IA générative, elle se différencie non seulement à travers cet échange avec vous, cet interfaçage en langage naturel, mais en plus, elle va générer de la nouvelle donnée. Là où l'IA traditionnelle recomposait la donnée, là, elle va générer une nouvelle donnée, une donnée complètement neuve, qui est assez fort en proposition de valeur, et ce qui surtout permet, donc, si je résume ces deux grandes idées, une facilité d'usage par rapport aux IA traditionnelles. Je ne suis plus sur une technologie experte, mais sur une technologie démocratisée. Et j'ai une proposition de valeur qui intègre les propositions de valeur précédentes en rajoutant la possibilité de générer de la donnée. Donc une valeur disruptive bien plus importante.
Et du coup, l'impact sur le monde du travail, puisque le product management, c'est quand même une vision du travail, c'est quoi? Jusqu'à présent, je vous l'ai dit, on avait réussi, via l'automatisation, à traiter des tâches répétitives, plus ou moins sophistiquées, hein. Le RPA, là-dessus, a fait son œuvre. Et avec l'IA traditionnelle, on s'attaque à des tâches répétitives, plus sophistiquées. Là où l'IA générative va avoir un fort impact, c'est qu'on va pouvoir étendre les capacités de l'IA sur le reste du travail, c'est-à-dire sur des emplois de service qui sont par définition beaucoup moins répétitifs, et sur des tâches de plus en plus expertes, c'est-à-dire qui demandent une grande sophistication. On n'en est pas encore à des agents autonomes qui vont réaliser ces tâches tout seuls, et c'est pour ça d'ailleurs que Harvard avait sorti cette très belle comparaison du travail augmenté par l'IA entre le centaure et le cyborg. Je ne sais pas si ça vous parle, vous avez déjà entendu? Le centaure, c'est le travailleur qui sait manier en conscience l'IA générative pour augmenter sa valeur, hein, mais qui prend les précautions, qui est capable de mesurer l'impact et d'avoir un peu une vision circonscrite de son usage. Là où le cyborg, lui, est complètement dans un travail imbriqué entre l'IA et l'humain et a plus de mal, mais par contre, il recherche de l'efficacité et de l'automatisation. On n'est pas l'un ou l'autre. On a dans nos tâches quotidiennes, dans notre travail quotidien, un peu une partie cyborg, un peu une partie centaure. Donc, tout ça pour dire, quand on attaque des tâches expertes et non répétitives, on voit bien qu'on va transformer notre manière de travailler, transformer l'ensemble de nos process métiers. Et le product management est par essence des tâches non répétitives, hein. On s'attache à créer de la valeur nouvelle, selon des besoins des utilisateurs qu'on va essayer de traiter de plus en plus finement, hein, via nos personas. Je pense qu'on manie tous ici des personas au quotidien. Et donc de plus en plus sophistiqués, parce que l'idée est d'avoir une expérience sans couture, et des fois ça demande de la technologie très complexe, ça demande des process UX très complexes, une pensée un peu complexe, et l'IA générative ne fera pas ça tout seul, mais va nous accompagner dans cette transformation-là de notre travail. Si je résume l'impact de l'IA générative sur le monde du produit, et ça vaut pour le product management, mais ça vaut pour l'ensemble des tâches, hein, dont je viens de parler, c'est un levier d'efficacité opérationnelle. Les product owners vont aller beaucoup plus vite pour générer des user stories au format de la definition of ready. Les testeurs, les testeurs, je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus, testeurs, merci Martin, dans la génération des cas tests vont être accompagnés par l'IA pour générer de manière un peu à la volée des cas tests qui correspondent aux spécifications fonctionnelles ou aux user stories, vous les appelez comme vous voulez, peu importe. Donc là, on va gagner du temps dans la réalisation de ces tâches-là. On va aussi avoir des nouvelles idées, hein, des idées un peu innovantes liées aux data qui sont produites par l'IA générative qui va s'appuyer sur un ensemble de référentiels que nous-mêmes, nous n'aurions pas accès. Donc on va créer de nouveaux services, hein, on va augmenter l'expérience utilisateur, et en ce sens, l'IA générative est créatrice de valeur. Et enfin, et là c'est plutôt une réflexion pour les organisations, aujourd'hui, ne pas franchir le pas de l'IA générative, c'est risquer de voir ces talents aller vers des entreprises qui offrent ces services-là à la fois pour leurs collaborateurs, c'est un confort de travail. Aujourd'hui, quand vous utilisez une IA générative pour vous passer des tâches récurrentes et pénibles, c'est quand même assez agréable, quand bien même, des fois, se garder un peu de tâches répétitives, ça soulage le cerveau. Et en plus, ils vont être fiers d'appartenir à une société, une organisation qui va proposer des services avec une valeur supplémentaire qui sera produite par l'IA générative. Donc c'est pour ça qu'on dit que prendre ce passage-là, s'organiser autour de l'IA générative dans les organisations produits, c'est aussi le meilleur moyen d'attirer et de garder les meilleurs talents. Alors l'IA générative, elle va avoir un impact, je l'ai laissé un peu transparaître, à la fois dans l'organisation du travail, sur l'ensemble des composantes du produit, et à la fois sur les produits que vous allez proposer. Et pour faire un peu ce travail de comment vous l'appliquez chez vous, nous, ce qu'on vous propose de faire en général, c'est de prendre quelques applications de l'IA générative que vous avez là, idéation et innovation, et de les appliquer aux tâches et aux produits que vous proposez. Si on parle d'idéation, les IA, les modèles préentraînés qu'on va utiliser à travers l'IA générative sont entraînés sur des masses de données énormes, hein. Pour rappel, GPT 3.5, Wikipédia représentait 2 à 3%
des données d'entraînement. Vous imaginez la masse de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de faire, à travers l'IA générative, faire référence à des données, à des idées que vous n'auriez pas eues autour de vous. Pensez à l'architecte qui va faire appel à plein de designers, et parfois des designs primitifs sur d'autres pays, etc., et qui va augmenter sa proposition. C'est pareil pour des produits digitaux, et c'est pareil pour créer, innover une nouvelle expérience. La recherche et la vérification. Dans notre métier de product, on est aussi en train de faire attention à ce que notre métier et les produits qu'on propose soient compliant avec telle ou telle règle, avec, ou alors de manière un peu plus infra, avec les règles de sécurité interne, avec regarder que nos user stories soient bien compliant avec la DOR, et pour aller plus loin, que les tests qui ont été faits vont vérifier que le produit les respecte bien. L'IA générative, elle va vous aider là-dedans. Hyper-personnalisation des services, ça c'est extrêmement important. Vous allez avoir un renouvellement de l'expérience des utilisateurs de vos produits digitaux. Jusqu'à présent, l'UX, quand bien même elle était très élaborée, nous restions sur des parcours utilisateurs où ce qu'on appelait l'interfaçage, enfin l'interface homme-machine, était quand même très sur de la production de contenu, et j'interagissais très peu ou avec des champs et des comportements assez simplifiés. Imaginez que là, l'UX maintenant va devenir conversationnel. Vous allez avoir un échange continu en langage naturel, non structuré, ça c'est très important, avec les produits digitaux. Vous n'avez plus besoin de remplir un formulaire en remplissant les cases. Vous pourrez juste écrire votre nom, prénom, votre description familiale, et l'IA générative sera capable de récupérer toute cette donnée-là pour la retranscrire dans un modèle de données structuré derrière. L'impersonnation, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez donner une personnalité à l'IA. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où il y a quelqu'un qui était coaché par une IA générative pour un entretien d'embauche. Le coach, il lui a donné une personnalité pour qu'il fasse ce mur de robots intéressant. Ça marche très bien dans le cadre du product management quand vous voulez tester vos produits sur votre persona. Vous modifiez l'IA générative pour qu'elle réponde comme votre persona. Une personne de 35 ans qui n'est pas du tout appétente à donner sa donnée, mais qui veut une expérience en couture pour déclarer son chiffre d'affaires parce qu'il est auto-entrepreneur. Voilà. Et puis qui habite au fin fond de la Creuse. Bon, voilà, vous avez votre personnage, caricature. Vous faites jouer ce personnage-là par l'IA générative, vous testez votre produit auprès de cette personne-là, et vous aurez déjà des premiers insights qui vont venir de cette interaction. Et évidemment, j'en ai parlé, optimisation, automatisation. Ça paraît simple, vous allez me dire, mais c'est très RPA, mais en vérité, l'IA générative va s'inscrire de plus en plus dans vos process métiers. J'ai parlé de données non structurées que je pouvais structurer. Et en restructurant cette donnée-là qui est non structurée à la base, vous allez pouvoir alimenter vos systèmes d'information. Un cas d'usage qu'on a traité, je pense que vous avez tous autour de vous des commerciaux qui font le tour du monde pour aller interroger des clients, qui doivent derrière après remplir leur fiche client, leur fiche de rendez-vous sur Salesforce ou sur un autre outil CRM. Ou alors un call center, pareil, qui a un échange téléphonique complètement déstructuré avec un utilisateur plus ou moins content et qui après doit derrière se refader la double saisie dans le CRM. L'IA générative, elle va être capable d'analyser ces échanges-là, de restructurer la donnée pour que ça rentre directement dans le CRM. Et donc là, vous aurez engagé un process métier qui pourrait être automatisé par la suite. Ça, c'est une première vision absolument non exhaustive, sans doute tout à fait challengeable, de quelques cas d'usage qui pourraient impacter l'ensemble de nos métiers. Quand vous avez vu, j'ai vu large. On a vu large, on part vraiment très business owner, génération de business model Canva. Xavier, qui est là-haut, avait commencé ça il y a 1 an déjà, à générer des business models Canva avec de l'IA générative, jusqu'au process DevOps, DevSecOps même, qui vont être impactés. Je vous laisse en prendre connaissance. J'ai parlé déjà de pas mal de cas d'usage. Peut-être un élément intéressant, notamment dans la réorganisation du travail, côté dev, on voit peut-être un retour sur le re-ensuring. Pourquoi ? Les tâches modérément expertes, très répétitives, comme les premières lignes de code des applications qui sont générées sur des gros dev centers dans des pays lointains, et en fait, toutes ces tâches-là, elles sont déjà faites par des outils type GitHub Copilot. C'est-à-dire que de l'IA générative va générer ces premières prises de code. Et en plus vous aurez capacité à demander ce que ces lignes de code correspondent à votre framework de développement maison. Vous n'aurez plus besoin de devoir expliquer tout ça. Et donc, on voit aujourd'hui certaines sociétés
qui limite l'appel à des centres de développement lointains pour réinsurer un petit peu la compétence de développement en interne, mais augmentée par la puissance de l'IA générative. Le testing, j'en ai parlé, mais c'est vrai que l'automatisation des tests, notamment la génération des cas tests, va être largement facilitée par l'IA générative. Et à l'inverse, vous pourrez utiliser l'IA générative sur la base de vos cas tests pour régénérer la documentation technique et fonctionnelle qui souvent fait défaut. Et pour aller au bout du bout de cette rattrapage du legacy ou de la dette technique, l'IA générative va vous faciliter aussi dans tout ce qui est traitement du legacy technique, traitement de votre dette technique. Pourquoi? Parce qu'avec des outils, comme d'ailleurs on en a développé un qui s'appelle One Migration, on pourra faire de la migration de code, de la migration de data, de la migration de procédures, qui fera qu'en fait, vous pourrez quitter vos outils en COBOL et les remettre sur des langages un peu plus au goût du jour. Quand bien même le COBOL est super stable, et là-dessus, il a fait preuve d'efficacité. Une organisation de produits qui est efficace avec l'IA générative, elle doit prendre un certain nombre de transformations, d'axes de transformation qu'on a symbolisés ici. Et vous avez vu, on a mis quelques logos pour vous indiquer un peu qui et comment les gens se sont engagés dans cette transformation-là, au-delà du produit d'ailleurs. Ce qui est intéressant et impératif pour nous, c'est de poser une vision autour de l'IA générative et de comment, moi, je vais m'inscrire dans cette transformation-là. Ça veut dire poser des cadres d'utilisation de l'IA générative. Est-ce que j'ai le droit, pas le droit, et dans quelle mesure, pourquoi? Est-ce que je vais investir largement pour transformer mon modèle autour de l'IA générative? Comment? Sur quels axes? Est-ce que je vais constituer une base d'assets techniques et de compétences autour de l'IA générative? Pourquoi? Comment? Et peut-être même je vais devoir faire l'acquisition d'une ou autre société pour accélérer par rapport à mon marché, par rapport à mon espace concurrentiel. À l'autre bout, on peut avoir posé la vision, mais un des préambules, des prérequis, c'est de se former. On ne peut pas comprendre l'IA générative, quand bien même ça reste accessible, notamment dans une organisation produit, si on n'est pas formé, si on n'a pas compris les tenants et les aboutissants. C'est comme ça qu'on organise une transformation. Et le gros impact de la formation et de l'acculturation, c'est en plus de commencer à définir son terrain de jeu micro. Quels sont les golden use cases qui vont transformer mon organisation? Ça ne sert à rien, c'est notre conviction, ça ne sert à rien d'essayer de référencer tous les use cases autour de l'IA générative. On a fait ça l'année dernière avec Microsoft notamment. On est arrivé à 800 use cases. En vérité, par industrie, par métier, il va y avoir les 6-7 golden use cases qui vont être à traiter, qui vont complètement accélérer et transformer le travail. Après, les autres use cases sont des use cases, on va dire, secondaires et viendront dans un second temps, mais concentrez-vous sur les use cases qui ont le plus de valeur par rapport à vos objectifs. Une fois qu'on a isolé ces use cases, c'est bien de passer à un mode industriel. Donc on parle d'IAGEN Factory, c'est à la fois une capacité de développement, de déploiement à l'échelle, c'est aussi une vision de l'industrialisation. Je capte la demande, je suis capable de la qualifier au regard des objectifs de l'organisation. Et c'est aussi une manière de gouverner les compétences. L'IA générative demande des nouvelles compétences, notamment ce qu'on appelle des AI engineers, des prompt engineers, pourquoi pas, des nouveaux PO. Et donc, comment je pilote cette montée en compétences de mon organisation, que ce soit par de la formation ou du recrutement. Et le point clé, mais qui reste à ce jour le plus complexe, c'est comment je transforme mon modèle organisationnel au regard de toutes ces innovations. Et là, on va s'attaquer au process. On va regarder la modification des tâches allouées à chacun des métiers. Je vous l'ai dit, par exemple, un PO va avoir certaines de ses tâches facilitées. La génération des user stories, qui est quelque chose d'un peu plus mécanique, va être accélérée. Mais du coup, ce temps qui est sauvé, à quoi je l'alloue? Est-ce que je cherche à accélérer mon time to market? Est-ce que je cherche à faire d'autres tâches dans mon métier que je ne faisais pas avant, peut-être de la documentation, peut-être d'autres choses? Je ne sais pas. Donc c'est ça qu'il faut penser. Mais il faut le penser aussi en termes organisationnels que c'est tout un ensemble de collaborateurs, d'organisation du travail qu'il va falloir transformer. Et donc, il ne faudra jamais oublier l'impact que ça va avoir sur les conventions collectives. Et donc, je vais travailler avec mes RH, avec mes CSE, pour repenser mon modèle d'organisation. Et ça pourra peut-être remonter jusqu'à un modèle de gouvernance de l'organisation. Alors là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est Sabrina qui m'a dit, mais il faut absolument que tu montres Néo. Pourquoi Néo? Alors,
c'est pas l'exploit technologique parce que, OK, c'est très bien Neo. Neo, c'est notre outil d'IA générative qu'on utilise en interne. C'est très bien, c'est fonctionnel. Des fois, il y a des gens qui trouvent que d'autres outils sont meilleurs, d'autres non, enfin, peu importe. Ce qui est intéressant dans Neo, c'est que déjà, l'équipe s'est mise en mode produit. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en mode startup et elle s'est dit, OK, quels sont les cas d'usage qui ont le plus de valeur pour mes futurs utilisateurs et qui sont les utilisateurs de Neo? Eh ben, c'est les consultants de OnePoint au quotidien. On a déployé Neo à 3500 personnes, ce sont nos consultants. Et aujourd'hui, on compte 2000 utilisateurs uniques de notre outil, sachant que nos populations de développeurs et nos chers partenaires ont moins tendance à utiliser ce genre d'outil. Donc, on a prévu une petite vidéo derrière pour vous montrer quelques cas d'usage qu'on a traités qui nous servent dans notre quotidien. Est-ce qu'elle va se démarrer toute seule? Hop. Clique, on va voir. Il faut que je passe sur la suivante. Voilà. Et là, vous allez voir quelques cas d'usage autour de Neo. Pendant que vous regardez, vraiment la petite histoire de Neo, c'est à la base, on ne savait pas manier la technologie, on l'a appris et on voulait absolument avoir des choses qui soient utiles au quotidien, qui s'inscrivent dans notre quotidien et qui ne viennent pas rajouter des tâches supplémentaires comme les nouveaux outils peuvent avoir tendance à faire. Donc là, vous voyez, on analyse des contrats, on accède à notre base documentaire, on interroge des documents. Hein, ça fait partie de notre quotidien de consultant. Ça, c'est un document qui est fait par notre direction juridique qui attend une analyse des contrats qu'on passe avec nos clients et partenaires. Et l'IA générative là-dessus, Neo, nous aide à faire une première analyse au niveau leader, sales, de ces contrats qui nous sont fournis. Là, c'est l'analyse d'un schéma, d'architecture, d'un plan, notamment pour générer des plans d'intervention. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est le cadre d'un rétex, c'est de comparer à toute la base de connaissances qui a été capitalisée par une organisation, donc en l'occurrence l'armée, et de voir comment, aujourd'hui, je peux accélérer pour produire les mêmes choses, plus ou moins identiques, mais avec des modifications. Et l'IA générative est capable de faire ce rapprochement entre votre passé, votre connaissance accumulée, et ce que vous envisagez de faire. Ce qui accompagne Neo, ce n'est pas uniquement l'outil, c'est aussi tout un plan de change et de déploiement qui inclut de la formation. On forme les 3500 collaborateurs de OnePoint. Certains qui ont subi les formations ici le savent bien, voire les organisent. Et c'est un plan qu'on accompagne aujourd'hui au quotidien chez OnePoint pour se transformer, nous, pour être mieux au service de nos partenaires. J'ai fini avec ma partie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste avec là, puis je vais passer la parole à notre cher partenaire qui va vous montrer comment l'IA générative s'intègre et de manière assez efficace dans la suite d'outils d'Atlassian. On peut prendre des questions si vous en avez. On va faire un petit changement de PC, donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi bien sur le partenariat que sur l'IA Gen. Je vais vous apporter un micro. Attends, il faut le micro. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Laurine, je suis chez OnePoint Finance. Je suis dans la squad paiement, cash management. Donc, je suis là pour comprendre le fonctionnement, surtout de l'outil Neo, les IA en général, parce que j'interviens sur des missions de réglementaire monétique. En fait, essentiellement, on va assister nos clients des banques sur l'analyse de book, en fait, des books qui viennent des réseaux CB Visa Mastercard. L'analyse de book, de documents. Okay. Sur l'analyse des docs CB Visa Mastercard qui font des publications dans des documents de 800 000 pages 2 fois par an,
qui regroupe en fait toutes les évolutions que va connaître le marché sur les cartes, qui va concerner les commerçants, les autres banques. Donc, 2 fois par an, on a de gros books. En fait, je suis là en fait pour savoir, en fait, pour comprendre comment appliquer l'analyse de ces documents, comment utiliser l'IA Gen pour pouvoir analyser rapidement ces docs, parce que dans ces docs, on lit page par page. Il faut déterminer pour les évolutions, chaque évolution. Quand je parle d'évolution, on parle du paiement sans contact, le retrait en garde. Mhm. Et ça diffère d'un pays à un autre, d'une région du monde à une autre, d'un commerçant à un autre. Donc, il faut analyser vraiment page par page. Donc, je suis là, en fait. Ma question, c'est est-ce que j'ai vu dans la dernière slide que vous avez présentée qu'il y a une partie qui permet de faire des résumés de doc. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que les outils que vous développez actuellement, il y a cet aspect qui est déjà pris en compte ou pas? Alors, oui. Merci. Alors, merci pour la question. On travaille beaucoup avec Corinna sur le monde des paiements, Corinna Fontaine. Ouais, j'imagine bien. Eh bien, effectivement, ça, c'est un cas d'usage qui est symptomatique parce que vous allez faire une analyse de document, mais ce n'est pas la première fois que vous le faites. Donc, votre schéma d'analyse, il se répète d'année en année, de semestre en semestre. Donc ça, vous pourrez l'intégrer déjà comme base en disant, ma restitution des données, elle doit suivre ce schéma d'analyse-là. Après, charger et analyser de la documentation, c'est un des cas d'usage, premiers de l'IA générative. Une fois que tu auras bien calé ton schéma d'analyse de la documentation, tu vas avoir derrière ce qu'on appelle un système prompt qui va interroger la masse documentaire et tu pourras en tirer toute la valeur assez rapidement là-dessus et tu pourras quelque chose que tu vas automatiser d'année en année. Le warning qu'il faut avoir, c'est que ça reste une IA générative qui fonctionne. L'IA générative, ça fonctionne sur des modèles probabilistes. Voilà. Ça veut dire derrière que l'information, elle n'est pas fiable à 100%. Il va vous donner la réponse la plus probable, quand bien même on met des techniques de grounding, de RAG, des choses comme ça derrière. Donc il faudra toujours faire une repasse sur l'information, la donnée qui est restituée par l'IA générative. Mais oui, c'est des choses qu'on fait. Voilà. Il faut assister à une formation, on n'a pas fait des formations néo, mais c'est prompt engineering pour apprendre à utiliser l'outil au quotidien. Là, c'est un peu plus compliqué, il faut faire une petite architecture quand même pour avoir quelque chose de très efficace. Hop là, merci. Virgile Deher, chef de projet SI à l'ANA. J'ai une question. Alors nous, disclaimer, on n'utilise pas l'IA chez nous, à l'agence malheureusement, pas encore. Ma question, ça porte surtout à quel point est-ce qu'on a de la perte d'expertise au niveau des personnes quand ces outils sont utilisés, parce que comme tu le disais tout à l'heure, à l'instant, il y a l'IA générative n'est pas parfaite, ça fonctionne sur un modèle probabiliste. Et moi, l'expérience personnelle que j'ai eue, c'est par rapport dans le monde du développement informatique, où, notamment pour les nouveaux entrants, il y a une certaine dépendance à ces outils et une certaine perte de connaissances, notamment dans les cas où l'IA, encore aujourd'hui, n'est pas expert sur certains sujets, sur des sujets un peu plus complexes. Et en fait, comment est-ce que ces cas de complexité que l'IA n'arrive pas à traiter de manière parfaite, comment est-ce que les intervenants qui peuvent perdre cette expertise, comment est-ce qu'on s'en sort concrètement? Ah, mais c'est la question. C'est la question qui est en fait de manière globale la question de l'éducation. Comment je suis la montée en compétences. Et je pense que, alors j'ai pas une réponse toute faite, clairement pas. Par contre, une des pistes, c'est on a tendance à penser, et c'est un biais qu'on a tous, au regard de la situation qu'on connaît aujourd'hui et des modèles d'éducation qu'on a suivis. Quand je dis éducation, je pense avant et pendant la période de travail. Hein. On est tous en formation continue, notamment dans ces métiers d'experts. Aujourd'hui, dans les collèges, quand vous demandez comment vous faites vos devoirs, je ne sais pas, tu pourras me contredire, mais 80% de la population, des jeunes, utilisent l'IA générative. Donc, en fait, la question, c'est pas de limiter, c'est d'apprendre à se servir d'un outil. D'une autre manière, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a eu Excel qu'on ne sait pas compter. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas la bonne réponse. Ce que je sais, c'est que l'expertise est primordiale pour qualifier le travail qui est fait avec l'IA générative. Ça, on ne pourra pas le perdre.
Il y a des organisations qui interdisent l'IA générative à leur population junior. Je pense des sociétés de services concurrentes de la nôtre qui interdisent à leurs collaborateurs juniors d'utiliser l'IA générative. C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est perdre du temps sur la montée en expertise sur l'usage de cet outil-là. Et avoir un usage expert d'un outil d'IA générative permet d'avoir un regard d'autant plus critique sur sa production. Voilà. Après, sur c'est ce que je disais sur le modèle organisationnel, comment je pilote mon expertise et cette présence-là chez nous. Je pense que sur un marché comme le marché de la France, on va plutôt être sur rapatriement des expertises à forte valeur ajoutée, et ça risque de se faire plutôt au détriment des économies périphériques. Merci. On a une question à distance. Peut-être qu'on pose juste la question et après on prendra une dernière de votre côté. Et après on tournera. C'est sur tout ce qui est problématique de l'éthique et de la protection des données personnelles. Comment peut-on être vigilant par rapport à ces points-là? Alors, la question de l'éthique, il y a eu une conférence hier de Jean-Noël Ganassia qui était assez intéressante. Je reprendrai cette phrase: l'armée est quelque chose de trop sérieux pour être confié à des générales. Ben, j'ai envie de faire la même chose avec l'IA générative et de l'éthique. L'IA générative a un impact sociétal majeur sur l'éducation, sur le rapport homme-machine, sur le rapport homme-homme. Et peut-être ceux qui auront un vrai regard critique là-dessus, et c'est ce que disait Jean-Noël Ganassia hier soir, c'est les gens qui n'ont pas affaire à l'IA générative directement, qui ne sont pas concernés, pour avoir une prise de distance et une prise de recul nécessaire pour analyser l'impact, et que ça soit au niveau d'un pays, au-delà, ou au niveau d'une organisation. Et donc, pour vérifier l'éthique, on considère qu'il est important de mettre en place un comité éthique ou un comité prospectif autour de ce sujet qui intègre des gens qui n'ont rien à faire avec l'IA générative, qui n'ont pas d'intérêt à l'IA générative pour avoir ce regard critique-là. La protection des données, j'ai envie de dire, ça n'a pas changé. C'est juste l'IA générative a augmenté le risque lié à la donnée. Lorsque vous donnez accès à une base de connaissances, avec les modèles traditionnels, avec des moteurs de recherche, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec l'IA générative, vous avez accès à toute la base synthétisée et qui remonte automatiquement. Donc, il va falloir être beaucoup plus attentif à votre modèle d'attribution des rôles et responsabilités autour de la gestion des bases de données, à la gouvernance autour des bases de données. Ouais, c'était juste une petite remarque. Pardon, Thierry Barbeau de l'école 42. Par rapport à ce que vous évoquiez et la réponse que vous avez faite sur le sujet d'avant, et on le voyait dans les illustrations, vous partagez des documents qui sont des plans ou posez des questions stratégiques sur la présence militaire française en Afrique. À partir du moment où on va permettre justement à des collaborateurs de partager des documents de l'entreprise et potentiellement stratégiques ou avec des propriétés industrielles, ça va être des documents qui vont être intégrés dans l'IA et qui vont être potentiellement restitués à d'autres opérateurs qui poseraient des questions en ce sens. Donc là, ça touche quand même des points assez sensibles de gestion et de propriété de ces données et de mise à disposition d'autres acteurs. C'est une des choses qu'on aborde dans la partie Factory, dans la gestion de l'information et de la structuration et de l'infrastructure. Mais effectivement, en fait, mais de la même manière que n'importe quel fournisseur de services SaaS va utiliser vos données, dans la manière selon comment vous prenez vos opt-in ou pas. Et voilà. Et effectivement, c'est pour ça que nous, on préconise que les organisations instancient sur leurs propres infrastructures de manière sécurisée des outils d'IA générative et ne font pas appel à des outils plutôt marché. Typiquement, les offres d'OpenAI et ChatGPT Enterprise n'est pas du tout compliant avec ni l'IA Act et encore moins les législations françaises. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Les CISO, normalement, doivent être assez éveillés sur le sujet, enfin j'espère. Mais effectivement, c'est un point d'alerte qu'on a et qu'on porte à chaque fois. On va poursuivre avec toi, Aude. Oui. Merci beaucoup, Florian. Merci pour vos questions. Suffisamment fort? Oui. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. On parlera des permissions tout à l'heure parce que c'est important. Et vous verrez qu'effectivement, le fait de l'avoir dans la solution où on travaille, on va garder des permissions. C'est-à-dire, si on n'a pas accès aux documents, l'IA ne va pas nous le donner. Voilà. Donc, mais ça, je vous montrerai au cours des démonstrations que l'on va voir. Alors,
Chez Atlassian, vous le savez, donc là, moi, rapidement, j'ai quelques slides de positionnement et puis ensuite, on passera sur des démos, d'accord, qui sont directement dans les slides. Alors, la mission d'Atlassian, vous la connaissez, c'est de libérer le potentiel de chaque équipe. On a parlé d'équipe, du travail d'équipe, etc. Donc, la conviction, c'est qu'effectivement, nous aussi, notre conviction, c'est que l'AI, donc Atlassian Intelligence, chez nous, en fait, va jouer un rôle clé dans la manière dont le travail est accompli, que ce soit dans la collaboration d'équipe, dans l'amélioration de la productivité. Donc là, on verra ce qu'on leur donne au quotidien dans l'amélioration de la productivité individuelle, mais également des équipes et de l'entreprise en tant que telle. Et également, on va voir qu'elle crée de la vraie valeur ajoutée que vous allez pouvoir leverager. Alors, je sais que ce n'est pas un mot qu'on utilise vraiment, mais leverager au quotidien, d'accord ? Et puis, je terminerai la présentation par vous présenter notre nouvelle innovation qui s'appelle Atlassian Rovo. Voilà. Alors, Atlassian Intelligence, chez Atlassian, on a annoncé ça durant Team 23, qui devait être en avril 2023. On a annoncé Atlassian Intelligence, l'objectif étant de faciliter l'obtention d'aide instantanée, quel que soit l'outil utilisé, augmenter la productivité et vous permettre d'apprendre en continu. Ça, c'était les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, on a annoncé ça en avril 2023 et c'est General Available, c'est-à-dire que c'est disponible pour tout le monde en fait depuis décembre 2023. Donc on a ajouté cette fonctionnalité aux éditions premium et entreprises de nos solutions. Aujourd'hui, on a à peu près ça fait à peu près 6 mois, on a 25 000 clients qui l'ont activé sur leur plateforme. D'accord ? Donc on leur a posé des questions. Et la première réponse qu'on nous a dite, qu'est-ce que nous apporte Atlassian Intelligence ? C'est 80% des gens nous ont dit qu'ils gagnaient du temps par rapport à la recherche qu'ils pouvaient faire en s'aidant d'Atlassian Intelligence. Et ça représente, et ça je l'ai noté sur mon papier, ça représente à peu près 45 minutes par semaine par personne, ce qui est pas mal, mais en fait à la taille de l'entreprise, ça représente énormément de temps qui est gagné. Il y a aussi un feedback qu'on a demandé en fait sur d'autres applications et je ne sais pas si vous le savez, nous avons ce qu'on appelle le Virtual Agent dans JSM, Jira Service Management. Donc on a une grosse entreprise aux US qui est dans le gaming, qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont réduit de 85% les tickets de support nécessitant une intervention humaine. D'accord ? Ce qui est colossal, puisqu'ils ont réduit de 85%. Donc ça, c'était un petit peu les données qu'on a pu récupérer par rapport aux clients qui avaient activé Atlassian Intelligence sur leur architecture. Alors, la première chose, et ça, j'allais dire, c'est l'essentiel, c'est que la sécurité, c'est avant tout. D'accord ? Avant tout, vos données sont vos données. Donc, nous, on s'engage, puisqu'on a des accords spécifiques avec les fournisseurs de LLM, que les données que vous soumettez, les réponses que vous recevez via Atlassian Intelligence ne sont utilisées que pour servir votre expérience. À aucun moment, on va utiliser vos données pour entraîner des modèles, pour donner ça à d'autres clients, etc. D'accord ? Et nos partenaires avec qui on travaille ne stockent aucune des données qui peuvent être échangées dans un laps de temps très minime, puisqu'il faut donner tout le contexte chez vous. Et on va utiliser le moteur de LLM qui vient de OpenAI. Donc, on a un accord spécifique avec eux puisqu'ils ont des API qui fournissent donc aux différents constructeurs ou éditeurs. D'accord ? Et donc, on conserve la donnée vraiment une milliseconde et ensuite, effectivement, tout est rapatrié dans votre architecture. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on est très bien positionné, on va dire. Et on vous donne aussi des contrôles en termes d'administration, c'est-à-dire que quand vous voulez activer Atlassian Intelligence, vous pouvez décider de l'activer sur une seule partie de nos solutions. D'accord ? Soit Confluence, soit Jira, soit JSM. D'accord ? Vous choisissez au niveau du produit comment vous voulez l'activer. Vous avez bien sûr des contrôles de sécurité et vous avez bien sûr une surveillance et un suivi. C'est-à-dire que l'administrateur va récupérer des informations, faire des dashboards et voir comment est-ce que Atlassian Intelligence a été utilisé. Alors, si je parle de la solution et de la plateforme, je pense que vous avez tous vu probablement ces slides. Aujourd'hui, Atlassian Intelligence est présent au niveau de notre plateforme. La plateforme, c'est ce qui soutient l'ensemble des solutions que vous allez pouvoir utiliser chez Atlassian. D'accord ? En fait, ces expériences que vous avez pu voir juste avant, que ce soit collaboration, automation, etc., mais particulièrement Atlassian Intelligence, c'est alimenté par notre modèle de données commun que l'on a créé. C'est un modèle de données connectées qu'on appelle le Teamwork Graph. D'accord ? C'est-à-dire que, quel que soit ce qui se passe dans les solutions, vous avez toutes les données qui sont stockées au niveau de la plateforme et à ce moment-là, des interconnexions qui se font. D'accord ? Il y a un changement d'état, un changement de statut. Il y a
un temps qui va être positionné sur un ticket Jira. Automatiquement, c'est mis bien sûr dans la base de données et dans le data lake que l'on a en dessous, et il y a des connexions qui se font. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui change en permanence. Et c'est ce que disait Florian tout à l'heure, la machine va apprendre. C'est-à-dire que notre Teamwork Graph, il grandit petit à petit au fur et à mesure de l'utilisation des différents interlocuteurs et différents employés qui travaillent avec nos solutions. D'accord? Donc, à chaque nouvelle connexion, le graphe grandit. On va donc donner, en fait, accès à des expériences qui vont être enrichies, des données qui vont être connectées, et vous allez pouvoir tout ça travailler dans votre contexte. Alors, aujourd'hui, nous, on avait 3 thèmes sur lesquels on a voulu vraiment travailler, puisqu'en fait, aujourd'hui, on sait qu'on doit faire plus avec moins. Voilà. C'est toujours le même discours, c'est-à-dire que j'ai 8 heures dans la journée, mais des fois j'en ai 10, mais en même temps, je ne peux pas en avoir 12 ou 14. Il va falloir faire plus de choses dans ma journée, d'accord? Ou bien je vais réduire mon activité, comme le disait Florian, et qu'est-ce que je vais faire du temps supplémentaire? Ça va me permettre de faire de l'innovation, de travailler sur les objectifs de l'entreprise que je ne suis pas complètement alignée, etc. Donc, le premier point, en fait, c'était de dire comment je vais accélérer ma productivité personnelle et comment je vais alléger ma charge de travail. On va voir que Atlassian Intelligence va vous aider sur cette partie-là. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, en fait, que vous connaissez probablement, c'est, vous avez ici Confluence, que vous connaissez tous, et effectivement, vous avez aujourd'hui la capacité d'Atlassian Intelligence, quand vous êtes en édition sur Confluence, d'avoir le résumé. Vous en parliez tout à l'heure, automatiquement, vous allez avoir le résumé qui va s'afficher. Donc, c'est une fonctionnalité qui est utilisée de façon assez importante. Et ce que l'on fait ici, vous voyez qu'ici, on propose d'autres fonctionnalités de façon native, c'est-à-dire quand vous avez un texte qui est écrit, on va permettre en fait d'avoir soit un résumé, soit être plus professionnel, soit eh bien, quand on fait du multilangue comme nous, des fois, moi je fais du français, je fais de l'anglais, mais des fois mon anglais n'est quand même pas top. Et à ce moment-là, je vais demander à Atlassian Intelligence de m'aider à faire de l'anglais un petit peu plus professionnel. On va ajouter cette fonctionnalité qui existe déjà, on va l'ajouter dans Trello, on va l'ajouter dans Jira et dans Jira Product Discovery, c'est-à-dire qu'on va vraiment le mettre dans l'ensemble des solutions que nous fournissons. Ça, c'était le premier point. Le deuxième exemple, et ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Vous connaissez cette fonctionnalité, donc je parlais du résumé, mais il se trouve que des fois, on part en vacances, ou des fois, on a un projet, et puis ça fait 15 jours qu'on n'a pas bossé dessus, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh bien, on va avoir cette fonctionnalité qu'on va intégrer sur des pages Confluence en disant « catch-up ». C'est-à-dire que le système va vous dire « alors, j'ai 12 collègues qui ont fait des changements, et voilà ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours ». Vous n'avez pas besoin de revoir qu'est-ce que vous aviez lu il y a 15 jours et 15 jours après, qu'est-ce qui s'est passé. Il va falloir faire… Donc là, de façon automatique, il va vous donner les différentes informations. Il s'est passé ça sur le projet, ça a été updaté par telle personne, ils ont posté tel document. D'accord? Donc vous avez un différentiel, du coup, vous allez aller quand même beaucoup plus vite pour faire du catch-up après vos vacances, par exemple. L'autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est également la possibilité d'avoir des smart links dans Confluence. Vous savez que vous pouvez mettre un lien qui pointe vers un document externe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette partie résumée, on va également pouvoir le faire sur un document Google Drive, par exemple. D'accord? Donc, de façon automatique, vous voyez que quand il y a des documents qui sont associés sur une page avec ce smart link, que ce soit un Google Drive, un SharePoint ou autre, vous allez pouvoir également demander ce résumé. D'accord? Sur des documents qui ne sont pas dans l'environnement Atlassian. D'accord? Donc, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et ça marche effectivement, ça marche aussi sur du PDF, par exemple, etc. D'accord? Donc, sur tout type de doc. Ici, on est plus dans, effectivement, cette… vous voyez, il y a quelque chose qui est apparu sur la droite ici, c'est de dire quand on est sur un ticket Jira, vous avez un nom, vous avez une description, vous avez des documents associés, etc. Et puis, ce qui maintenant est fait, quand vous avez un épique comme ça, vous dites, bah, maintenant, il faut que je crée des user stories. Okay? Eh bien, ce qu'on va demander à l'AI, c'est de nous filer un coup de main. Donc, de dire, qu'est-ce que tu proposes par rapport à ce qu'il y a dans le titre, dans la description et l'ensemble des documents qui sont associés, qu'est-ce que tu proposes comme child issues? Et automatiquement, basé sur l'ensemble des informations qui sont associées, il va pouvoir vous dire, eh ben, voilà les issues que je te propose. L'AI propose, l'humain dispose. D'accord? Donc, à aucun moment, on va vous forcer à accepter ces solutions. C'est-à-dire qu'il va vous mâcher un petit peu le travail, il va vous donner des informations, à vous de décider si ce sont les bonnes. D'accord? À aucun moment, on va vous obliger à suivre exactement ces prescriptions. Mais par contre, au moins, ça vous a gagné énormément de temps, puisque ce que vous auriez fait, c'est exactement ça. Vous auriez lu le titre, les différents documents, la description, et vous auriez commencé à travailler sur des child issues.
Ici, il va vous le proposer automatiquement. Gain de temps. Le deuxième thème qui était important pour Atlassian, indépendamment de la productivité personnelle, c'est comment je vais augmenter mes équipes. Alors là, on avait changé le nom pour dire comment est-ce que effectivement l'AI va me permettre d'aller plus loin dans la communication et la collaboration inter-équipe, quel que soit le time zone, quelles que soient les différentes équipes positionnées dans différents business units, par exemple, d'accord. Et comment je fais pour aller plus loin? Alors ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous, qui est Atlassian Intelligence dans Loom. Donc Loom, si vous savez ce que... Quelqu'un connaît Loom? Ça vous parle, Loom? OK. Donc Loom, c'est un outil en fait asynchrone de génération de vidéos, c'est-à-dire qu'on va s'enregistrer. Et nous, on l'utilise beaucoup en interne. Je vous donne un exemple. On l'utilise beaucoup en interne. Nos grands chefs, en fait, toutes les semaines, enregistrent un petit message Loom, que ce soit, alors on le voit dans les taxis, dans un hôtel, etc. Mais toutes les semaines, en fait, on a, et particulièrement la personne qui s'occupe de l'engineering chez nous au niveau worldwide, hein, qui s'appelle Anou, qui nous poste en fait un message pour dire, bah voilà où on en est, voilà le grand client que j'ai rencontré, voilà ce que j'en ai pensé, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte chez nous que notre support l'utilisait beaucoup pour enregistrer des bugs. Donc, il y a des clients qui posent des tickets en disant « j'ai ce bug-là sur la plateforme ». Et donc, ce que fait notre support quand il reçoit ce ticket, c'est qu'il va commencer à documenter ce bug pour dire bah, « voilà, dans la prochaine release, il va falloir adresser ce bug ». Et là, donc, on s'est rendu compte que c'était beaucoup utilisé pour filmer. Donc, il filme le bug en direct, d'accord, pour dire bah, « voilà ce qui se passe ». Et nous, on s'est dit bah, « pourquoi pas ?» Une fois que la vidéo est créée, pourquoi pas extraire l'ensemble des informations et créer directement un ticket Jira dans la plateforme. Et c'est ce que l'on a proposé. Donc, on fait deux choses. Parce que le deuxième exemple, c'est aussi qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens chez nous l'utilisaient comme tutoriel. C'est-à-dire qu'on enregistre des petites vidéos pour dire bah, voilà comment on utilise telle solution, etc., etc. Par contre, on sait bien qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, mais il faut de la documentation. Donc, deuxième cas d'usage, c'était de dire comment je vais créer un document à partir de la vidéo. Donc, l'AI, Atlassian Intelligence, va extraire l'ensemble des informations de la vidéo et soit va créer un ticket Jira parce que c'est un souci, ou soit va créer un document. Et là, vous le voyez ici, vous voyez qu'on va donner, quand on crée le ticket Jira, on va mettre une description, on va mettre des steps, d'accord, pour reproduire, puisqu'il a été capable d'analyser les steps qui ont été faits par la personne qui a posté la vidéo. Le reporter, bah, c'est celui qui a filmé la vidéo, et on va bien sûr directement associer la vidéo. Donc, quelqu'un qui va ouvrir le ticket, il aura toutes les informations, pas forcément besoin d'aller voir la vidéo, mais il peut. Mais en tout cas, il aura les steps pour reproduire le souci, la description, le titre et l'ensemble des informations sur la droite. Okay, de façon vraiment automatique. Là, franchement, chez nous, dans notre support, ils ont vraiment trouvé ça assez génial. Deuxième chose qui est intéressante aussi, que je voulais partager sur la partie équipe, on fait beaucoup, donc on a une fonctionnalité qui s'appelle Whiteboard dans Confluence, qui va permettre en fait de faire pas mal de choses, du rétro-planning, vous avez du PI planning, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour du PI planning, et puis bien sûr des rétros à la fin de semaine ou d'un sprint, ou bien effectivement du brainstorm sur quelque chose. Ici, vous voyez que ça a été utilisé par les équipes marketing pour faire du brainstorm sur le feedback des clients sur un certain nombre de points. Eh bien, en général, quand on participe à une session de whiteboard comme ça, on est tous connectés, et puis à la fin, il faut bien quelqu'un qui regarde le whiteboard et puis qui commence à travailler sur le whiteboard. Et ce que l'on va faire, c'est on va dire, bah, pourquoi pas l'AI qui va m'aider en fait à grouper les contenus qui sont des mêmes domaines. D'accord? Donc, on va avoir effectivement l'AI de façon automatique, se basant sur ce qui a été écrit, va nous proposer cette classification. Et puis, une fois qu'elle nous a proposé cette classification, on va lui dire, eh bien ici, vous voyez qu'on a des tickets, on a des tickets Jira, on a des post-it qui ont été positionnés, etc. Et donc, ce que l'on va demander à l'AI, c'est de dire, bah, à la fin de la réunion, moi, tu crées quelque chose, tu vas créer une page Confluence dans laquelle il y a l'ensemble des informations. D'accord? Ce qui va me permettre de gagner un temps fou, parce qu'en fait, ce qui se passe d'habitude, c'est quoi? C'est que je dois aller regarder le whiteboard, je dois créer un document. La valeur ajoutée de créer une page Confluence avec les couleurs, etc., elle n'est pas énorme. Ma valeur ajoutée en tant qu'humain, ce n'est pas de créer une page Confluence avec l'ensemble des informations qui ont été faites, c'est après de travailler sur le contenu et après de travailler qu'est-ce que j'en fais, quelles sont les différentes actions que je vais mettre en place. Donc là, automatiquement, en fait, Atlassian Intelligence aura pu effectivement faire cette activité.
Et vous voyez qu'ici, on a absolument tout, et vous avez même des actions qui ont été listées ici, Run Digital Ad Campaign, etc. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie JSM. Donc, vous connaissez le Jira Service Management. Donc, on a intégré les AI dans la partie Virtual Agent. Et ce que l'on va faire en plus, c'est qu'on va l'ajouter au niveau des portails. Aujourd'hui, quand vous voulez ouvrir un ticket, parce que effectivement sur un sujet particulier, eh bien vous allez avoir dans le portail la possibilité d'avoir la même chose que quand vous êtes en interne. Donc, pour le client final, il aura effectivement une visualisation, une réponse, des documents qui sont proposés et également des prochaines steps ou des prochaines questions qui seraient peut-être intéressantes de poser dans mon cas. D'accord? Donc, l'AI va vous proposer des choses ici. D'accord? Donc, de façon automatique, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est que ça, pour le client final, quand il est sur un portail et qu'il souhaite déposer un ticket, au moins qu'il ait une première réponse qui lui permette d'être un peu plus autonome. Alors, le troisième thème, en fait, c'est tout ce qui tourne autour de la donnée. Comment est-ce qu'en fait, on va utiliser Atlassian Intelligence pour qu'il donne un sens à la multitude de données que l'on a, du big data, le data lake, comme je vous le disais, on a beaucoup de données. Comment est-ce que l'AI va m'aider à donner un sens à tout ça? Parce que ce n'est pas évident, il y a énormément de choses et ce n'est pas évident d'en tirer la substantive moelle, comme on dit. Voilà. Et puis également, et j'en ai parlé juste avant, c'est comment également l'AI va nous permettre de dire, ben voilà, j'en ai tiré ces données-là, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que je pourrais faire après pour aller dans la bonne direction? La première exemple que je pourrais vous donner ici, c'est que vous êtes sur d'astreinte le week-end, il y a un incident qui se passe, et donc là, vous commencez à recevoir un paquet d'alertes, d'accord? Donc, un paquet d'alertes, c'est un paquet d'alertes, parce que si c'est un problème critique, vous allez recevoir énormément de choses. Ce qu'on va demander à l'AI, c'est qu'il nous aide en fait à quoi faire. Première chose, c'est regrouper l'ensemble des alertes efficaces, puisque vous savez, quand on a une alerte, il y a des alertes, d'accord, et puis il y a des alertes qui sont en parallèle, mais qui dépendent, qui viennent du fait qu'il y a eu le grand incident qui s'est passé. Donc, il va permettre de grouper l'ensemble des alertes, d'accord, essentielles. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, on parle de noise reduction. Ici, 90%, c'est-à-dire que 90% de ce qui n'est pas essentiel a été éloigné. Et là, on focus simplement sur ce sur quoi je dois focuser. Et on va également dire, voilà, il recommence la partie vidéo. Et ce qu'on va proposer, c'est qu'il va nous faire des recommandations. Ici, vous le voyez, c'est cette alerte-là. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Elle a déjà été, donc là, on a la description, d'accord? On a les informations qui viennent ici. Mais également, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois créer un incident ou une issue? D'accord? Automatiquement, on va proposer le step. On a peut-être des personnes qui ont déjà eu ce type d'incident. À ce moment-là, on va donner le nom directement. Enfin, Atlassian Intelligence va donner le nom, d'accord? Et je vais également pouvoir checker l'historique. Qu'est-ce qui a été fait la dernière fois que ça s'est passé? Ça peut peut-être m'aider à aller beaucoup plus vite. Donc, l'objectif, c'est vraiment de clore les incidents dès qu'ils arrivent, de façon beaucoup plus rapide. Et le dernier point sur les données, c'est la partie dashboard, la partie analytics, d'accord, auquel vous avez accès quand vous êtes en fait en plan entreprise. On va donner des insights sur chacun des schémas. Si vous avez déjà ouvert Atlassian Analytics, il y a beaucoup de schémas. Il y en a vraiment beaucoup. Sur une page comme ça, il peut y en avoir 10 ou 15 avec des explications précises. Mais effectivement, c'est de dire qu'est-ce que je dois en conclure de ce schéma. Et bien à ce moment-là, Atlassian Intelligence va aller chercher les informations et va vous donner des tendances ou va vous donner des explications un petit peu plus précises sur chacun des schémas que vous aurez sur les dashboards, vous permettant de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc on a vu comment l'AI, donc son objectif c'était comment je permets d'aller beaucoup plus vite, j'accrois ma productivité personnelle, comment j'accrois la productivité de mes équipes, d'accord, qui vont collaborer avec l'AI, et comment en fait je vais chercher à disposer de tout ce qui est big data, tout ce qui est données, et comment je donne un sens aux données que je vais pouvoir récupérer. Je voulais maintenant passer à une nouvelle solution, une innovation qui va être disponible en octobre, c'est-à-dire dans pas très très longtemps, qui vient du fait que l'on a analysé notre façon de travailler. Donc tous les jours, en fait, c'est bien ça le souci, c'est que tous les jours, donc on a des projets, tous les jours on doit trouver des informations, donc chercher les informations et les trouver, d'accord? Tous les jours on doit apprendre des informations qu'on vient de trouver,
Et ensuite, on doit agir sur ces informations. C'est ce qu'on appelle le cycle de productivité. Je cherche, j'apprends, j'agis. D'accord? Je cherche, je trouve, j'apprends, j'agis. Et en se penchant sur ce cycle-là, on s'est dit comment je vais pouvoir, et ça c'est même avant, comment est-ce que je vais pouvoir en fait augmenter la vélocité de ce cycle? Parce qu'en fait, je fais ça tous les jours de toute la semaine et de toute l'année. D'accord? Comment est-ce que je fais pour gagner du temps? Et c'est pour ça qu'on a conçu Rovo, qui est vraiment un ensemble de fonctionnalités qui est basé sur la partie TeamGraph et la partie Atlassian Intelligence, d'accord? Mais il a vraiment son set de fonctionnalités. Et je vais vous montrer. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'ensemble des informations et que sur chacune des étapes, je puisse aller beaucoup plus vite. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit effectivement, quand on est dans le monde Atlassian, il n'y a pas que Atlassian. Atlassian Intelligence, c'est là. Mais par contre, j'ai besoin de Google Docs, j'ai besoin de PDF, j'ai besoin de Microsoft Teams, j'ai besoin de Slack, etc. etc. Donc l'objectif, c'est de vous fournir des connecteurs vers le monde externe, puisqu'on sait bien que le travail, principalement pour ceux qui sont PO ou développeurs, ça se fait dans Jira et dans Confluence, mais effectivement, dans Jira et dans Confluence, on va taper sur plein de choses à l'extérieur. Donc on va fournir des connecteurs en fait vers ces différentes plateformes. Donc quelle que soit l'action que vous allez avoir sur ces différentes plateformes, on va aussi l'avoir dans le Data Lake. D'accord ? Donc comment ça va se passer? C'est-à-dire que quand vous êtes sur Confluence et vous faites une recherche, eh bien à ce moment-là, vous allez voir que cette recherche, elle va pouvoir se faire sur du Google Drive, sur du Figma, sur du GitHub, sur etc. etc. Donc la recherche que vous allez pouvoir aller faire va taper sur l'ensemble des plateformes SaaS auxquelles vous avez accès et que vous avez décidé bien sûr de donner accès. Hein. On est bien d'accord, l'admin a toujours le choix de dire non, je ne veux pas connecter GitHub avec Confluence. Pas de problème. D'accord? Mais par contre, si vous souhaitez donner accès, à ce moment-là, la recherche va pouvoir se faire également sur l'ensemble de ces plateformes. Deuxième chose, voilà. Ce qu'on a regardé chez nous aussi, c'est de dire, donc ça, c'était la partie search. Sur la partie learn, on s'est dit, alors, voilà le type de questions, on a regardé pendant quelques mois, quelles sont les questions qui sont posées par les employés Atlassian? Eh bien, on se rend compte que ces questions, en fait, sont vraiment de tout type, et en fait, la réponse n'est pas simple. Il va falloir aller chercher dans un paquet de domaines. D'accord? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que pour la partie learn, comment on va faire quand on doit aller chercher des informations ou quand on tape cette phrase dans l'outil de recherche? La première chose, quand je pose une question, eh bien, je vais peut-être commencer à faire ce qu'on appelle, nous, le knowledge card. C'est-à-dire que quand on pose une question, au lieu d'avoir une liste de tous les sites qui référencent ce nom ou ce projet, ou, vous voyez la question? What is Blueberry dependent on? OK? Et donc, cette question-là, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de documents provenant de vos plateformes SaaS et bien sûr du monde Atlassian. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'automatiquement, on va vous proposer quelque chose de... Alors, je dis, en anglais, on dit, alors en français, on va dire digérable, c'est-à-dire de façon assez claire, on va avoir la carte qui va vous donner qu'est-ce que c'est que ce projet Titan, d'accord? Quel est l'overview? On peut avoir les updates, qu'est-ce qui a été posté comme update sur ce projet-là, quels sont les contributeurs, quels sont les liens sur ce projet, mais également, quels sont les goals auxquels ce projet contribue? Parce que vous savez que chez nous, on a un objectif très important, c'est qu'on avait une solution qui s'appelait Atlas, qui permettait de gérer les KPI et les OKR au niveau entreprise jusqu'au niveau personnel, et on l'a intégré à la plateforme. Ce qui veut dire que chacune des issues, des pages ou autres, en fait, peut être alignée au goal, que ce soit du département, de la business unit, de l'entreprise, etc. Donc, tout est intégré dans la plateforme et ça infuse partout. Et ce que va faire donc cette recherche, automatiquement, il va aller chercher les différentes informations et va vous donner un summary vraiment très rapide à comprendre et très clair. La partie définition, c'est des choses que l'on avait aussi aujourd'hui et ça continue et on va aller plus loin. Vous voyez que sur chacun des pages Confluence, quand vous avez un petit sigle, vous ne savez pas ce que c'est, et ben on va vous donner la possibilité en fait de cliquer sur ce sigle et automatiquement il va vous dire ben voilà, ça correspond à ça. PPG, ça veut dire ça. D'accord? Et ça veut dire que si tu veux plus d'informations, tu peux aller voir ces personnes-là ou ces équipes-là. Et le travail qui parle de ce projet-là, ça se trouve dans ces deux documents. Et également, si tu veux plus d'informations, eh bien, peut-être que tu peux poser ces questions-là. Et automatiquement, moi, j'irai chercher l'information pour toi. D'accord? Et ça, on va
poser la question à Rovo là-dessus. Hop. Voilà, ici, ça va trop loin, ça va trop vite. Ici, vous voyez qu'on va vous fournir la même option dans les documents qui sont partagés. Si vous avez un connecteur vers un Google Drive, par exemple, automatiquement, cette fonctionnalité de définition, vous allez retrouver sur les documents. D'accord? Donc ça, sur un Google Drive, il va aller vous chercher l'ensemble des informations qui correspondent à Blueberry, qui est le projet, quels sont les participants de ce projet, etc. Voilà, c'est exactement ce que vous montre cette démo ici. Rovo va aller vous chercher l'ensemble des informations. Vous voyez que c'est exactement la même chose que vous pourrez trouver si vous êtes sur une page Confluence. Alors, on a vu la partie recherche. Je cherche, je trouve. J'apprends et maintenant j'agis. D'accord? Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on s'est dit, ce travail et cette action, en fait, on veut qu'elle soit beaucoup plus rapide. Et on va mettre en place ce qu'on appelle des agents Rovo. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la relation en fait, entre ces coéquipiers humains et ces agents virtuels en fait, va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'action. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, il faut vraiment les considérer comme des collaborateurs virtuels. On va les appeler à tout moment. Vous allez voir qu'on peut les mettre sur des projets, on peut leur demander de faire des choses. Et je pense que Florian en avait parlé tout à l'heure, effectivement. On va même pouvoir leur donner une tonalité, d'accord, dans leurs réponses, par exemple. Donc, ces agents Rovo, en fait, ont accès à l'ensemble des informations. Ils sont capables de faire tout ce que vous avez vu avant et en plus, ils vont pouvoir vraiment créer des choses et avoir un métier particulier. Et pour ça, je vais vous parler de la gestion de backlog. Donc, si vous êtes Product Owner vous connaissez, ou Scrum Master, vous savez que le backlog, c'est important. On va le cleaner régulièrement. On va regarder ce qui est obsolète, ce qui ne l'est pas, etc. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, comment on peut faire pour agir sur ce backlog, parce que c'est quelque chose qui revient hyper régulièrement. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller beaucoup plus vite? Et puis surtout, c'est une tâche qui est des fois un peu fastidieuse. Donc, pour vous aider sur le sujet, on a créé un agent qui s'appelle Backlog Buddy. Le Backlog Buddy, son objectif, c'est de garder le backlog de projets bien rangé à jour. On va lui donner accès à tout ce qui est Jira et Confluence. Et ce qu'on va lui demander de faire comme action, c'est d'identifier, de regrouper les travaux liés, enfin les issues qui sont liés, et signaler les tâches qui sont obsolètes. Comment il va travailler ce Backlog Buddy? Je suis maintenant dans mon Jira. Vous voyez que je suis dans la partie Backlog. Je vois que mon Backlog Buddy a été ajouté directement sur mon projet, ici. J'ai fait une page Confluence, donc quand on fait ces parties rituelles, donc on se réunit avec tous les Scrum Masters et toutes les équipes, en fait, on va travailler sur quelles sont les différentes épiques. En général, on va créer une page Confluence dans laquelle on met l'ensemble des informations. D'accord? Donc, ce que je vais lui demander, lui, c'est quoi? Je vais lui dire, par rapport aux épiques qui ont été listées dans cette page Confluence, et là, je la sélectionne, j'insère la page Confluence, crée-moi l'ensemble des épiques que je devrais mettre dans mon projet Jira. Et vous voyez qu'ici, il en a créé 4. Je décide, une fois que je suis d'accord, de créer ces épiques dans Jira. Automatiquement, ils vont être créés ici, dans cette partie-là. Et ensuite, je demande d'organiser, de grouper toutes les issues sous ces différents épiques. Alors là, il va travailler, on va dire, en back-office, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est prêt, je vais avoir une notification, je vais regarder les suggestions. Il va me dire, eh bien, dans l'épique numéro 1, tu auras 32 issues, ça me va bien. Dans le 2, j'aurai 21 issues, c'est très bien, ça me va bien. Dans le épique numéro 3, j'aurai 24. Et dans l'épique numéro 4, tu m'en as sélectionné 15, mais finalement, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais sélectionner en fait les issues qui vont bien. Et vous voyez ici que je vais automatiquement, voilà, dans mes 80, j'ai 80 issues qui vont être classées sous les bons épiques. Donc, de façon automatique. Donc, ça, c'est un agent qui va faire le travail pour vous. D'accord? Donc, l'objectif, ce n'est pas qu'il décide pour vous. Donc, vous avez toujours la main. Donc, il vous propose. Et son rôle, c'est vraiment de travailler sur cette fonctionnalité-là. Et c'est ça le rôle des agents, c'est de travailler sur un métier spécifique ou une action spécifique. Hop. Alors, je pense qu'il me... Alors, il ne veut pas passer... Hop. Oups, voilà. Donc, son job, en fait, au Backlog Buddy, c'est de lire, écrire et créer plusieurs épiques, de travailler en arrière-plan, d'examiner
Et moi, après, je vais approuver les propositions et c'est bien sûr une interface sur mesure. Et vous avez vu qu'on a une interface conversationnelle et contextuelle qui s'est ouverte à côté aussi. D'accord? Vous avez vu sur la démo, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, vous avez cette interface chat qui sera disponible. L'avantage de cette interface chat d'ailleurs, c'est que vous soyez dans Confluence ou dans Jira, elle s'ouvrira toujours sur le même endroit où vous étiez. C'est-à-dire que le contexte vous suit, quel que soit l'endroit où vous allez dans les solutions Atlassian. Alors, comment on développe un agent? C'est ce qu'on appelle le no-code, le low-code, no-code, c'est-à-dire qu'en fait, on a un builder qu'on appelle Natural Language et on va lui écrire. On va lui dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si tu reçois tel type d'information, tu fais telle chose et tu réponds de telle façon. D'accord? Donc, c'est vraiment de façon assez simple. On a voulu que ça soit disponible pour tout un chacun. On n'est pas obligé de faire du code. Pour faire ça, c'est vraiment du langage naturel. On propose 20 agents en standard et on travaille avec nos partenaires de la marketplace pour en fournir. Donc aujourd'hui, il y en a une quinzaine qui est en développement et Rovo sera disponible en octobre de cette année. Voilà, et donc on aura beaucoup plus d'agents spécifiques. Mais aujourd'hui, on en a déjà 20 en fait que l'on propose en standard. Voilà, donc j'ai fait, je crois, le tour de ce que je voulais vous montrer en termes de démo. Je pense que ça correspondait pas mal à ce qu'a dit Florian. En fait, ça vous donnait des exemples précis par rapport à ce que Florian a pu vous lister. Voilà, et si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Voilà, on est en waiting list sur la partie robot en tout cas, et sur le reste, c'est ouvert. Merci beaucoup. On arrive. Pardon, on a un petit switch de PC. Je vais inviter Florian, Jenna et Aude à venir me rejoindre pour prendre la suite des questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions à distance ou même Oui, on a déjà une question à distance sur Atlassian Intelligent de la part de Stéphane, qui se posait la question si c'était uniquement disponible sur Cloud ou à l'avenir, ça sera ouvert côté Data Center. Cloud, pour l'instant. Effectivement. Après, on a une autre question de David, qui est assez fan de l'ensemble des produits à Jira et qui posait une question sur Jira Atlassian. Est-ce qu'il fonctionne pour proposer des dashboards de suite de performance des projets Jira? Est-ce qu'il sera en capacité de générer des rapports? Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on l'a dans la partie analytics, par exemple. On l'a déjà Atlassian Intelligence, c'est-à-dire qu'en fait, on va sur la partie, quand on veut créer un rapport un peu spécifique, on lui parle en natural language, c'est-à-dire que normalement, si on veut quelque chose un peu spécifique, on parle en SQL. Moi, j'ai oublié depuis l'école, donc du coup, voilà, j'utilise la partie langage naturel. Effectivement, vous avez un petit carré, comme ça, vous appuyez, vous pouvez effectivement parler en langage naturel et ça vous crée le dashboard spécifique. Donc, plus d'autonomie, plus de rapidité, parce qu'on n'a pas besoin de demander à quelqu'un de créer quelque chose. D'accord. Il y avait une autre question à distance, c'était sur Rovo. C'est que vous avez annoncé qu'il est prévu de sortir pour octobre. Et quel sera son mode de fonctionnement au niveau des licences? En fait, c'est une solution à part, effectivement. Donc, il y aura une licence spécifique Rovo qui est... Voilà, qui n'est pas finalisé encore, donc je vois mes collègues, c'est pas finalisé encore, mais effectivement, ça sera une licence à part, puisqu'en fait, ça a des spécificités fonctionnelles en fait différentes, et ça s'appuie sur Atlassian Intelligence et le TeamGraph. Dans tous les cas, ça sera connecté à l'ensemble des outils Atlassian que le client aura déjà. Pardon? Ça sera connecté à l'ensemble des outils Atlassian que le client aura déjà. Tout à fait. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On en a déjà posé pas mal au fur et à mesure. D'autres questions à distance? Non, je ne vois pas. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions. Donc peut-être on a essayé de vous faire un petit slide de synthèse sur ce qu'il faudrait retenir de ce premier webinaire qu'on organise avec Atlassian, donc je le rappelle dans le cadre de notre partenariat. Donc ce qu'on a voulu vous partager, c'est qu'en tout cas l'IA générative a un impact sur l'ensemble des métiers du product management. Je rappelle la problématique de base, c'était améliorer le cycle de vie produit grâce à l'IA générative. Avec Atlassian Intelligence, donc on a voulu mettre en avant 3 axes. D'accélérer la productivité individuelle. Alors nous, on avait reformulé un peu différemment, mais aussi permettre d'augmenter l'intelligence collective et de donner
du sens aux données. Et par conséquent, l'ensemble des composantes du cycle de vie produit est transformé par l'IA générative. Ce qu'on voulait rappeler également, c'est que l'IA générative seule ne fait rien. Donc ça, Florian en a beaucoup parlé, tu en as beaucoup parlé également. Et c'est par les équipes produits et pour les utilisateurs qu'elle prend vraiment toute sa valeur. Donc si jamais vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets-là, n'hésitez pas. On a une adresse un peu générique qui permet de se répartir l'ensemble des besoins que vous pouvez avoir avec Atlassian. Donc atlassian@grouponePone.com. Je vous invite, pour ceux qui sont encore disponibles, à poursuivre nos échanges avec le cocktail déjeunatoire qui va arriver. D'ailleurs, je devais les prévenir que c'était bon. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence en physique et je crois qu'on a eu pas mal de monde pour cette première partie hybride. Alors, on a eu des petits couacs techniques, mais merci à toutes les personnes qui se sont connectées à distance également et on reste à votre disponibilité si jamais vous avez des questions. Merci encore. Je pense qu'on peut commencer à boire un peu et ça va arriver le reste.